Bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on commence notre réunion de ce jour qui est avec deux sujets à l'ordre du jour. Il y aura tout à l'heure l'examen du rapport de notre collègue Alfandari sur les nouvelles installations nucléaires, mais avant ça, je voulais vous présenter l'examen d'un avis politique sur l'inscription dans la Charte des droits fondamentaux du droit à l'avortement, dont je vais vous présenter ici les motivations. Vous le savez, nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est l'occasion dans le monde entier de réaffirmer le caractère fondamental de ces droits, de saluer les acquis issus des luttes féministes, mais aussi parfois, et c'est regrettable, de constater les retours en arrière et les combats qu'il reste à mener. Et s'il serait faux de dire que depuis 1977 et l'instauration par l'Organisation des Nations Unies de cette journée, rien n'a changé, force est de constater qu'aujourd'hui encore, hélas, le compte n'y est pas, comme l'a récemment constaté le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Au rythme actuel, il faudra encore 300 ans avant de parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes, et cela sans compter évidemment les régressions que nous observons dans un certain nombre d'États à travers le monde. Un droit fondamental des femmes, le droit à l'avortement, à ces dernières années, fait l'objet d'attaques particulièrement virulentes, conduisant même à sa remise en cause au sein d'États démocratiques, y compris au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi l'avis politique que je vous présente aujourd'hui a pour objet de mieux protéger ce droit en Europe, en luttant contre les risques de régression grâce à son inscription dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En effet, je crois que quand les droits des femmes sont attaqués, c'est l'état de droit tout entier qui est affaibli. Aujourd'hui, en Europe, certains États ont la tentation de remettre en cause la démocratie libérale, cette démocratie respectueuse du droit des individus, des minorités, des droits fondamentaux, dont ceux des femmes, droits soutenus par chacun des États membres de l'Union européenne lors de leur adhésion. La montée en puissance de mouvements extrémistes, populistes, ultranationalistes pour certains au sein de différents pays européens a déjà contribué à fragiliser les droits des femmes, en particulier en Pologne et en Hongrie, qui connaît des régressions extrêmement inquiétantes. Et ce constat alarmant de ces régressions que j'énonçais à l'instant nous rappelle que donc, ces droits ne sont jamais acquis, mais qu'ils sont de précieuses conquêtes appelant notre vigilance. En Chine, aujourd'hui, des femmes ouïghours sont pour certaines stérilisées, d'autres forcées à avorter par le régime communiste. Aux États-Unis, le droit à l'avortement n'est plus protégé constitutionnellement et déjà des États l'ont interdit. En Europe, celui-ci est aussi de plus en plus restreint dans certains États. Et les femmes ukrainiennes sont aussi les victimes de ces régressions. Ces femmes sont parmi les premières victimes de la guerre de Vladimir Poutine, violées pour certaines, agressées par les soudards du régime. Elles sont les victimes des crimes de guerre russes. Nous avons tous lu ou entendu le récit de certaines d'entre elles, du calvaire qu'elles ont pu vivre. Et lorsqu'elles parviennent à se réfugier en Pologne, dans ce pays membre de l'Union européenne et en paix, elles y trouvent souvent un refuge apaisant. Elles pensent, pour certaines, pouvoir réparer les blessures et les agressions dont elles ont été l'objet, mais pour d'autres, elles se rendent compte que les conditions drastiques de l'IVG aujourd'hui en Pologne rendent quasiment impossible l'accès légal à l'avortement. Violées en Ukraine, elles ne peuvent avorter de manière sûre et légale dans un pays de l'Union européenne. Voilà aussi la réalité de notre continent aujourd'hui en Europe. Pour contrer cette dérive alarmante, les initiatives se multiplient pour affirmer le caractère fondamental du droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse et l'inscrire au plus haut de la hiérarchie des normes, comme l'illustrent en France les propositions de loi déposées pour constitutionnaliser l'accès à l'avortement. Au-delà des initiatives nationales, l'inscription du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne constituerait une garantie forte pour toutes les femmes vivant en Europe qui voient avec crainte, dans certains pays, leurs droits remis en cause. C'est le sens de la proposition formulée par le président de la République Emmanuel Macron le 19 janvier 2022 dernier devant le Parlement européen à Strasbourg au moment de son discours où il présentait les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le droit à l'avortement est en effet indissociable de la jouissance effective de nombreux droits fondamentaux consacrés par la Charte, tels que la dignité humaine, l'autonomie personnelle, l'égalité entre les femmes et les hommes
et le respect de l'intégrité physique. L'inscription du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne permettrait une actualisation de cette dernière en rendant plus explicite ce droit fondamental. Elle constituerait également un enrichissement significatif du corpus des droits fondamentaux de l'Union européenne, contribuant à réaffirmer son héritage humaniste et progressiste, ainsi que les valeurs ancrées dans le projet européen. Mes chers collègues, parce que les droits fondamentaux des femmes ne sont pas négociables au sein de l'Union européenne et parce qu'aucune femme ne doit se voir contrainte de recourir à l'avortement dans la clandestinité, je vous invite à soutenir ce projet d'avis politique. Je vous remercie. Mais avant d'examiner le texte et les amendements qui, pour certains, ont été déposés, je vais donner la parole aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance, par Madame Nicole Lepay, et pour 3 minutes. Ah, c'est Madame Constance Le Grip. Sur ce sujet, très bien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi sur un sujet très très important puisqu'il touche à un droit extrêmement essentiel pour les femmes, pour les citoyennes européennes, les citoyennes du monde, mais également tous les citoyens, celui de pouvoir disposer librement de son corps, celui de pouvoir accéder librement, sans entrave et en sécurité à un droit. Celui, encore une fois, je le redis, d'être libre, de disposer librement de son corps et de pouvoir donc, si on le souhaite, bénéficier d'un accès sûr et facilité, sécurisé, médicalisé à l'interruption volontaire de grossesse. Donc par le présent avis politique, Monsieur le Président, vous nous proposez, à l'instar de ce qu'a émis comme position officielle, effectivement, d'ores et déjà le Parlement européen, à l'instar de ce que le Président de la République, Emmanuel Macron, appelle de son vœu, inscrire dans la Charte européenne des droits fondamentaux cette liberté fondamentale, ce droit à recourir pour toutes les femmes vivantes dans les territoires couverts par la Charte européenne des droits fondamentaux, donc dans tous les États membres de l'Union européenne, ce droit de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit sur l'importance de la Charte européenne des droits fondamentaux et de ce qu'elle assoit la vocation humaniste, ouverte, universelle, des valeurs qui fondent notre Union européenne. En tout cas, je partage cette conviction, mais je voulais faire savoir qu'au nom du groupe Renaissance, nous sommes bien évidemment tout à fait favorables à cet avis politique, tout à fait favorables à ce qu'une étape supplémentaire, une étape politique, juridique, de nature normative soit franchie avec l'inscription officielle dans la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne du droit à recourir librement à l'interruption volontaire de grossesse. Je rappelle également qu'il y a un enjeu de santé publique en Europe comme ailleurs dans le monde absolument phénoménal et que à côté de l'aspect pratique d'un droit qui doit permettre de disposer librement de son corps, il y a également la protection de la santé des femmes qui doit nous préoccuper. Il y a, de par le monde comme en Europe, beaucoup trop d'avortements qui sont accomplis d'une manière clandestine, d'une manière non sécurisée, non médicalisée, et tout cela fait peser bien sûr sur la santé des femmes, sur la santé des citoyennes, une menace extrêmement grave. Donc nous sommes extrêmement favorables à l'avis politique que vous portez, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Sophia Chikirou pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bon, alors que nous sommes en pleine bataille contre la retraite à 64 ans, qui va largement pénaliser les femmes, et au lendemain d'une journée de mobilisation historique, puisque depuis 50 ans, c'est la plus grande mobilisation sociale dans le pays, je me réjouis, Monsieur le Président, que vous proposiez et que vous portiez cet avis pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et je serais heureuse que notre commission
Union l'adopte. En ligne avec le projet proposé par la niche parlementaire du groupe La France Insoumise du 24 novembre dernier, qui, je vous le rappelle, avait permis l'adoption de la loi pour constitutionnaliser l'IVG dans notre pays, et puis aussi en ligne avec une proposition de loi que je dépose aujourd'hui même contre les violences obstétricales et gynécologiques. Ce texte va dans le bon sens du progrès humain. D'abord parce que l'interruption volontaire de grossesse est un acte médical qui fait partie de la vie des femmes, parce que l'inscription de l'IVG comme un droit fondamental et irrévocable est une rupture bienvenue dans la longue histoire du contrôle du corps des femmes, parce que l'avortement renvoie chaque femme à sa propre et libre appréciation personnelle quand les circonstances d'un tel choix se présentent. Et puis, parce que nul ne peut entraver ce choix. Et pour garantir cette liberté dans le long terme, il est de notre devoir qu'elle puisse figurer dans le texte suprême européen, tout comme d'ailleurs, je le dis, le droit à la contraception. Mon groupe, La France Insoumise, s'engage et défend au sein de l'Union européenne, comme il le fait en France, au Parlement et aux côtés des associations, ce droit fondamental à l'accès à l'avortement pour toutes et tous, partout, tout le temps. Nous défendons aussi la fin de la clause de conscience et du délit d'entrave. Nous défendons l'accès à une éducation sexuelle et l'harmonisation vers le haut, si c'est souhaitable, des délais et des législations concernant l'avortement dans toute l'Union européenne. Nous savons et nous prenons acte des dangers qui pèsent sur le droit fondamental à l'avortement. Nous ne sommes pas aveugles aux tentatives mortifères des mouvances européennes d'extrême droite pour interdire aux femmes ce droit à l'émancipation. Vous le savez, en Pologne, en Hongrie, à Malte, où il est interdit, en Italie, où la clause de conscience rend en réalité ineffectif le droit à l'IVG, ou encore au Portugal, où ce droit a été déremboursé. Oui, l'Europe doit donc ériger le droit à l'avortement comme un droit fondamental au sein de sa charte partagée, mais ça ne suffira pas, vous le savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question de la santé des femmes est fondamentale, la question aussi de l'aspect machiste du système de santé français, mais aussi en Europe. Je reviens de Madrid, où lors d'un congrès féministe, nous avons constaté les points communs qu'il y a dans toute l'Union européenne et les difficultés que toutes les femmes rencontrent pour accéder à ce droit. En France, c'est aussi une réalité, et en France, il faut aussi combattre les dérives qui font que l'accès à l'avortement est rendu extrêmement compliqué pour beaucoup de femmes, et il y a une véritable régression en la matière. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. La parole est à Jean-Luc Warsmann pour le groupe des Républicains. Non. Il est plus. Ah, pardon. Je suis mal vous êtes Républicain au singulier, Monsieur le Président, pas au pluriel. Oui, monsieur, j'ai toujours regardé les mêmes valeurs pour ma part. Pour ce qui concerne cet avis, Monsieur le Président, je vais vous exprimer évidemment un avis extrêmement favorable. Cette charte des droits fondamentaux représente toutes les valeurs humanistes qui construisent l'Union européenne, et vous avez une initiative extrêmement heureuse. Deuxième point, je dois avouer que je fais partie des citoyens qui n'ont jamais cru que l'on vivrait ce qu'on vit. J'avais cru que lorsque la veille avait été votée, que nous avions dans tous nos pays démocratiques un chemin qui n'allait cesser de conforter ce type de droit. Force a été de constater qu'il existait une marche arrière en la matière, ce que j'avoue, dans le début de ma vie politique, je n'avais pas imaginé. Donc, au regard des circonstances, je crois que cette réaffirmation est tout à fait opportune. J'ajoute à titre personnel une remarque. Je n'aurais pas cité les États-Unis dans les visas et considérant. Nous sommes dans quelque chose sur l'Union européenne. Tout ce qui est Union européenne, ce que vous avez dit sur les États-Unis, sur les Ouïghours, est tout à fait justifié. Je ne l'aurais pas mis sur un avis sur l'Union européenne. Je serais resté chez nous. Nous réaffirmons nos valeurs. Nous sommes entre Européens. C'est juste un problème, j'allais dire, de forme. Et voilà. Sur le reste, avis très favorable. Et j'ai bien noté le côté symbolique aussi d'avoir choisi cette journée pour le proposer au vote. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous et toutes mes excuses pour cette erreur de groupe politique. Je passe tout de suite la parole à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et apparenté. Ça, c'est bon. Oui. Ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas bougé. Parfait. En partageant effectivement les éléments des uns des autres qui ont été exprimés sur ce projet d'avis, je dirais, Monsieur le Président, à la fois, bien sûr, on regrette un peu le contexte qui amène à demander cette inscription parce que justement, dans des pays autres
Et puis dans des mouvements, dans certains mouvements, il y a cette montée de mise en cause des droits, comme mon collègue Warsmann vient de le rappeler. Mais aussi, à la fois, je voulais aussi qu'on se félicite de ce mouvement visant à garantir un tel droit. Voilà, en gardant plutôt positivement les éléments. Le droit à l'avortement est inscrit donc dans le droit français depuis 1975. La loi doit encore donc améliorer son égal accès pour toutes. Et sous l'inscription dans la Charte des droits fondamentaux, j'y suis évidemment favorable, très favorable, car il est plus difficile de changer un traité et d'interpréter à la suite, dans un sens défavorable, un tel droit. Néanmoins, le texte de la vie politique pourrait, me semble-t-il, être amélioré. C'est pour ça que je me suis permise de porter, avec d'autres collègues aussi, un amendement. Je crois qu'aujourd'hui, en 2023, en France et dans l'Union européenne, des femmes dénoncent à avorter en dépit de leur volonté. Je pense qu'il serait utile aussi de rappeler que les pouvoirs publics à tout niveau doivent donc accorder une priorité élevée à la protection de la santé et des droits sexuels et reproductifs de femmes, soutenir des politiques actives d'accès effectif à la contraception et garantir l'exercice réel du droit des femmes à l'accès à l'IVG. Il faut certes donc inscrire les droits dans la loi, mais ça ne suffit pas, malheureusement on le sait. La difficulté d'accès à des praticiens, l'absence de centres spécialisés, l'éloignement et les disparités régionales qui perdurent, y compris dans notre pays. Tout cela nous amène vraiment à compléter un peu les éléments. On le sait, des obstacles sont aussi culturels, pratiques, économiques, qui entravent donc l'accès à la santé reproductive et au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est la raison pour laquelle notre groupe a proposé et soutient un amendement dans la partie dispositive, si j'ose dire, de l'avis politique proposé. Donc, c'est pour ça qu'on suggérait d'ajouter donc au dispositif ces éléments précisant notre volonté, et puis pas seulement la nôtre, mais aussi tous les pouvoirs publics qui doivent aussi continuer à assurer l'accès, le libre accès égal de toutes les femmes à ces services. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole au nom des groupes politiques? Non. Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on passe à l'examen des différents amendements, en commençant par les amendements déposés par le groupe Renaissance et par Charles Sitzenstuhl. Je propose que vous les présentiez en commun, si ça vous va, chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, j'ai proposé deux petits amendements sur deux alinéas. Et alors le premier amendement, il va pas plaire à notre collègue Warsmann, parce que, enfin plutôt le deuxième. J'arrive au deuxième. Le premier, c'est donc je proposais d'ajouter après l'alinéa 17, donc d'ajouter un nouvel alinéa en explicitant le nombre d'États dans le monde qui interdisent totalement l'avortement. Je pense que ça renforce les considérants et ce qui nous amène à prendre cet avis politique. Donc les chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'il y avait 24 États dans le monde qui interdisaient totalement l'avortement. Ce sont des chiffres qui viennent du Haut Conseil à l'égalité, donc qui dépendent de la puissance publique, et que d'autres États le limitent très sévèrement. Voilà, donc je proposais de l'ajouter. Ça, c'était le premier amendement. Et donc le second, c'est celui où il y a peut-être un petit désaccord de fond, mais c'est bien qu'on en parle avec Jean-Luc Warsmann. Moi, je proposais justement de encore plus étayer la décision américaine, donc en ajoutant quelques mots et en insistant sur le fait que ce qui pose difficulté dans la décision américaine, c'est bien entendu ce que ça peut impliquer pour les Américaines, mais surtout, ça a été une déflagration, parce que c'est les États-Unis d'Amérique, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est la première puissance mondiale, et les États-Unis d'Amérique ont bien sûr une influence culturelle et politique au moins sur l'Occident, et l'Occident européen aussi, qui est indéniable. Et donc c'est bien l'audience planétaire de l'arrêt de la Cour suprême américaine qui pose difficulté, et qui, selon moi, conforte en réalité les mouvances et les militants hostiles à l'avortement. Donc je proposais de l'écrire. Voilà. Je vais donner un avis favorable à ces deux amendements qui me semblent renforcer le texte et lui donner encore plus de puissance. J'entends les arguments de notre collègue Warsmann sur la dimension américaine, mais je crois que c'est quand même important dans le contexte d'expliquer aussi ce qui se passe outre-Atlantique, quand on sait les conséquences que les décisions américaines peuvent avoir sur la vie politique européenne et les décisions que prennent ensuite les décideurs européens. Je tiens quand même à rappeler, parce que ça a pu m'être dit, que
cette volonté d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux n'est pas une réaction à la décision américaine, puisqu'elle avait été proposée par le président de la République au mois de janvier de l'an passé, en sachant que la décision américaine était venue un petit peu plus tard. Donc moi, je donne un avis favorable à ces deux amendements. Il y a des réactions ou des demandes de prise de parole? Oui, Sophia Kikro. Oui, je suis tout à fait favorable à ces deux amendements au nom du groupe La France Insoumise. Et en effet, la précision concernant l'impact de la décision américaine sur le reste du monde, pas seulement sur l'Europe, en réalité sur le reste du monde, est une réalité indéniable. Voilà, donc mon groupe est favorable à ces deux amendements. Merci beaucoup. Je le mets ainsi aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Enfin, ils sont les deux aux voix ensemble. Ensuite, j'en viens à l'amendement de Marietta Karamanli. Je crois que je l'ai exposé tout à l'heure dans mon propos. Effectivement, il s'agit par cet amendement de rappeler cette priorité à la fois évidente, mais sans laquelle le droit inscrit ne saurait être défendu, c'est-à-dire qu'on demande aussi que les pouvoirs publics à tout niveau accordent cette priorité, une priorité élevée à la protection de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes, qui soutiennent des politiques actives d'accès effectif à la contraception, une information, une éducation à la sexualité et aux relations effectives, entre autres, et pour les plus jeunes particulièrement, et enfin garantissent aussi l'exercice effectif du droit des femmes à l'accès à un avortement sans risque. Voilà, c'était l'esprit de mon intervention tout à l'heure. Merci beaucoup pour cet amendement. Moi, je suis évidemment favorable à ce que l'information, l'accès à toute l'information, notamment pour les plus jeunes, soit renforcé et qu'on y fasse une référence explicite dans ce texte me semble être un ajout important, donc je lui donne un avis favorable. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur cet amendement? Sophia Kikro. Merci, Monsieur le Président. En effet, mon groupe soutient évidemment cet amendement, d'autant plus que vous savez qu'en France, il y a des difficultés et des freins à l'accès à l'avortement. Parmi ces difficultés et ces freins, il y a la méconnaissance des droits, notamment chez les jeunes femmes. Il y a aussi, bien sûr, les conditions d'accès à l'IVG dans le service public, dans les hôpitaux. Il y a des problèmes là-dessus. Il y a naturellement les difficultés sur Internet et sur le numérique que les femmes rencontrent quand elles essayent de se renseigner et d'avoir des informations pour exercer ce droit, à cause notamment de l'action des organisations anti-IVG. Moi-même, je dépose aujourd'hui, donc je vous le disais, une proposition de loi contre les violences obstétricales et gynécologiques. Parmi ces violences, il y a tout ce qui est fait pour dissuader les femmes d'accéder à ce droit et d'exercer ce droit. Et cela va du premier contact téléphonique, par exemple, que vous pouvez avoir, où on vous accueille de telle façon qu'on cherche à vous empêcher, à vous décourager, qu'on vous oriente mal. Il y a aussi le traitement que les femmes subissent pour se faire avorter. C'est l'occasion, malheureusement, trop souvent, de violences gynécologiques qui sont exercées sur les femmes, notamment la non prise en compte de la douleur. Rien n'est fait pour soulager la douleur des femmes. Le fait de ne pas proposer les alternatives existantes pour l'avortement, de proposer l'avortement médicamenteux ou de laisser passer le délai et qui vous mène à pratiquer l'avortement par aspiration. Enfin bref, il y a un vrai problème sur l'accès à l'IVG. Donc je suis en effet favorable à ce qu'on précise dans la charte, que ce soit valable en France et ailleurs en Europe. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Sinon, je mets cet amendement aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et je mets maintenant aux voix le projet d'avis politique ainsi modifié. Qui est pour? Il peut y avoir une explication de vote si les groupes le souhaitent. Eh bien, si le groupe Renaissance le souhaite, je propose des explications de vote. Et qu'est-ce qui va le formuler? Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Ouais, désolé, on est allé vite. Très rapidement, une petite explication de vote pour rappeler ce qui a déjà été dit. Effectivement, le groupe Renaissance, bien sûr, va voter cet avis politique et je crois que nous sommes heureux qu'il y ait
soutien transpartisan à cette initiative aujourd'hui. Je voulais aussi profiter de cette explication de vote pour dire 2 choses. La première, c'est que moi je regrette qu'on ne soit pas davantage aujourd'hui en commission des affaires européennes pour voter ce texte qui est important à une date symbolique dont vous avez pris l'initiative, Monsieur le Président. Je pense que ça aurait été bien que tous les groupes politiques puissent être représentés aujourd'hui, et j'en arrive à mon deuxième point. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui dans la configuration de notre salle, pour ceux qui sont très assidus, c'est l'absence, bien sûr, du Rassemblement national. Et je crois que cette absence aujourd'hui n'est pas un hasard, puisque ce groupe-là, toujours très assidu, il faut lui reconnaître dans les réunions de nos commissions, ils sont toujours organisés pour au moins être 1, 2, voire plus députés, et comme par hasard, la première réunion où il n'y a aucun élu d'extrême droite qui est présent, c'est sur un texte qui concerne le droit à l'avortement. Madame Chikuru tout à l'heure faisait référence au texte de Madame Panot que nous avons examiné cet automne. On avait déjà vu la façon dont les votes s'étaient ventilés à l'extrême droite, et je crois que nous avons une confirmation effectivement que sur ce sujet ô combien important, l'extrême droite est plus que brouillonne, confuse, et pour une partie d'entre elles certainement, ne soutient pas la cause du droit légitime à l'avortement des femmes. Merci. Est-ce qu'il y a un autre groupe politique qui souhaite faire une explication de vote sur ce texte? Madame Chic, de ma part, ce n'est pas une explication de vote, vous savez, je me suis déjà exprimé, c'est juste pour vous dire qu'il y a en ce moment même une manifestation à Paris, et les membres de mon groupe participent à cette manifestation, donc j'ai l'honneur et le plaisir de les représenter ici, et j'imagine que pour d'autres groupes de la NUPES, ça doit être le même cas. Merci. Merci. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste apparenté. Je partage exactement les propos qui ont été tenus. On a expliqué finalement qu'on était favorable à cet avis politique, à l'initiative qui a été prise par vous, Président, donc pour lequel je vous remercie aussi de rester ouvert dans l'acceptation des amendements que nous avons pu présenter et avoir un vote, je dirais, à l'unanimité, il faut le signaler. Et bien sûr, excuser ceux qui n'ont pas pu parce qu'ils participent à la manifestation, mais bon, il y a d'autres qui ne sont pas excusés, ni excusables en tout cas, mais on reste finalement avec ceux qui se mobilisent depuis très longtemps sur ces questions qui concernent les femmes, et que je voulais vraiment remercier de cette initiative qui nous réunit pour faire en sorte que ces droits puissent être bien notés dans la Charte des droits fondamentaux. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, c'était les explications de vote pour le groupe. Si tout le monde, si tous les groupes se sont exprimés, je vous propose que l'on mette maintenant aux voix le projet d'avis politique ainsi amendé et modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est ainsi adopté. Je vous remercie et je vous propose que nous passions au deuxième point de notre ordre du jour, qui appelle l'examen du rapport d'information portant observation sur le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires. Et j'invite Henri Alfandari pour le groupe Horizon à venir se joindre à mes côtés. Chers collègues, je vous propose que l'on passe à l'examen de ce rapport. Et donc, je cède tout de suite la parole à notre rapporteur, Henri Alfandari. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons cette semaine en Commission des Affaires européennes et qui vous sera soumis la semaine prochaine en séance publique marque une évolution attendue dans la politique énergétique de la France. Malgré des dispositions très techniques, ce texte constitue la traduction juridique de la volonté politique exprimée par le Président de la République dans son discours de Belfort en février 2022, soit la relance de la filière nucléaire civile française avec la construction de 6 puis 8 EPR d'ici 2050. Pour réduire de 2 à 3 fois les délais de construction de nouveaux réacteurs et aligner le temps des procédures administratives sur le temps industriel, le projet de loi propose plusieurs évolutions du droit de l'urbanisme et du droit des installations classées.
Vous l'avez compris, le lien entre les dispositions du projet de loi et le droit de l'Union est assez distendu, et aucune disposition de ce texte n'est en contradiction directe avec les textes européens. J'appelle seulement votre attention sur 2 points particuliers, qui pourront être utilement évoqués dans notre hémicycle la semaine prochaine. Les institutions européennes doivent en effet discuter dans les semaines à venir d'une directive sur la restauration de la nature et la protection de la biodiversité, ainsi que d'un texte législatif sur la protection des sols et leur artificialisation. La construction de nouveaux réacteurs, facilitée par les dispositions du projet de loi, doit naturellement s'inscrire en cohérence avec ces 2 textes à venir. Le premier point de vigilance concerne l'articulation avec le droit européen de la protection de la biodiversité, avec l'adoption à venir d'une directive sur la restauration de la nature. Les efforts pour préserver les écosystèmes des activités nucléaires doivent être poursuivis, conformément à la stratégie européenne pour la biodiversité. Il ne s'agit pas là d'une alerte pour empêcher la construction des centrales nucléaires, mais simplement de souligner la qualité des procédures existantes pour contrôler l'impact des centrales sur la nature et appeler à poursuivre ces travaux. Mon second point de vigilance concerne l'artificialisation des sols. Avec l'objectif zéro artificialisation nette, qui doit être repris au niveau européen en 2023, la construction de nouveaux réacteurs contribue naturellement à l'artificialisation des sols. Je tiens toutefois à rappeler que la densité énergétique des centrales permet de créer une grande quantité d'énergie avec une emprise au sol bien plus faible que les énergies renouvelables. La construction de nouveaux EPR est ainsi plutôt cohérente avec la stratégie européenne en matière de sol, et j'attire votre attention sur le fait que le déploiement à venir des énergies renouvelables ne doit pas, dans le futur, limiter la construction de nouveaux réacteurs. Au-delà de ces points de vigilance, l'intérêt du travail que je vous présente aujourd'hui est surtout d'analyser la façon dont la volonté politique française de déploiement de nouvelles capacités nucléaires est compatible avec les orientations énergétiques européennes. Je me suis attaché au cours de mes travaux à analyser les freins à lever et à identifier des partenaires pour la construction de véritables filières nucléaires européennes. Le postulat de départ est simple. Les institutions européennes sont supposées être idéologiquement neutres dans la détermination du mix énergétique des États membres. Depuis une quinzaine d'années, la Commission a cependant fait disparaître le nucléaire de sa politique énergétique. L'atome n'est ainsi pas cité dans le Pacte vert pour l'Europe. Le programme environnemental et climatique présenté par Mme Ursula von der Leyen en 2019. Depuis un peu plus d'1 an, nous assistons néanmoins à un changement de paradigme. L'Union européenne et les États membres ont réintégré le nucléaire dans la stratégie énergétique du continent. Cette évolution s'explique naturellement par les atouts considérables que représente le nucléaire. Une énergie décarbonée, permettant d'atteindre les objectifs européens de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et 2050, conformément à la loi européenne pour le climat et au paquet Fit for 55. Une énergie peu chère, permettant de soutenir la compétitivité de nos entreprises européennes et le pouvoir d'achat de nos citoyens. Une énergie souveraine, dont les moyens de production sont localisés sur le sol européen. Le nucléaire contribuera à l'atteinte de notre sécurité énergétique. Une énergie sûre et pilotable qui permet de pallier à l'intermittence des énergies renouvelables dont nous avons besoin. Depuis le début de l'année 2022, la Commission européenne a ainsi inclus le nucléaire dans la taxonomie verte comme énergie de transition, permettant d'orienter les flux des investissements privés vers la construction de nouvelles capacités nucléaires. La communauté d'objectifs entre la taxonomie verte et le projet de loi nucléaire est donc évidente de ce point de vue. Plus récemment, en février 2023, la Commission européenne a reconnu la nécessité de s'appuyer sur l'hydrogène bas carbone, produit avec de l'électricité nucléaire, en parallèle de l'hydrogène vert, dont le processus est réalisé à partir d'énergies renouvelables. La Commission a également réservé un traitement favorable dans le domaine de la production d'hydrogène aux États ayant un mix énergétique réservant une part importante au nucléaire. La reconnaissance de l'hydrogène bas carbone est une grande avancée pour les négociations européennes et une très bonne nouvelle pour la France. Ce virage plus favorable au nucléaire vient seulement d'être initié et doit être poursuivi. Les auditions durant ce rapport ont permis de mettre en évidence de nombreux obstacles qui demeurent au niveau européen pour la constitution d'une véritable filière commune aux États membres. Les premiers freins sont de nature politique. Plusieurs États, notamment nos partenaires allemands, autrichiens et espagnols, s'opposent à l'adoption d'une législation trop favorable au nucléaire. Dans le cadre des négociations, la constitution d'une alliance nucléaire voulue par notre ministre de la Transition énergétique est un pas important, puisque les 11 États qui la composent permettent de constituer une minorité de blocage dans les négociations au Conseil. Les liens entre les États de cette alliance doivent être resserrés de manière à les pérenniser dans le temps.
Les obstacles politiques à la reconnaissance d'une filière nucléaire mènent également à des absurdités et créent un second frein faisant craindre un manque de cohérence du droit européen. Je soulignais les programmes liés à la reconnaissance de l'hydrogène bas carbone. Nous sommes pour l'instant au milieu du gué, puisque cette reconnaissance n'a pas encore été suivie dans la détermination de débouchés industriels pour ce type d'hydrogène. Nous pouvons donc créer de l'hydrogène bas carbone pour remplir une cuve, mais nous ne pouvons déverser cet hydrogène dans aucun réservoir, par exemple bateau ou avion. Les négociations des textes en cours, comme les textes relatifs au carburant, le paquet gazier, la réponse européenne à l'IRA, le Clean Text for Europe, la directive REC 3 et le Global Gateway, sont ainsi autant d'occasions pour franchir définitivement le pas initié et reconnaître des débouchés industriels à l'Union européenne. Au-delà des négociations politiques, je crois que nous sommes à un momentum européen pour une relance de l'industrie nucléaire européenne. Même si l'énergie atomique civile est un moyen essentiel pour sortir des crises énergétiques, climatiques et de compétitivité, il nous appartient d'apporter la preuve que la construction d'une Europe du nucléaire pourrait fonctionner techniquement et serait rentable économiquement. Le rapport que je vous propose évoque plusieurs moyens pour faire cette démonstration, avant une généralisation à grande échelle. Les petits réacteurs SMR et AMR pourraient faire l'objet d'un projet industriel d'intérêt économique commun, les fameux PIEC, permettant de déroger au cadre des aides d'État. Le PIEC est un outil idiot pour aller chercher les briques technologiques dans plusieurs États membres afin de créer un vrai premier réacteur européen sans domination de la chaîne de production par un seul État membre. L'industrie de l'Union doit également se concentrer sur la recherche et le développement d'une filière de combustible capable de faire fonctionner l'ensemble des centrales nucléaires dans tous les États membres, notamment celles d'Europe centrale, d'origine russe, fonctionnant avec le combustible russe de l'entreprise Rosatom. À l'heure actuelle, seule entreprise de droit américaine Westinghouse s'est positionnée sur ce segment de marché. Notre industrie européenne doit également s'intéresser à ce sujet et développer des solutions innovantes. Je plaide pour une méthode des petits pas à grandes enjambées en matière énergétique. Nous disposons de plusieurs opportunités techniques et politiques pour montrer qu'une Europe du nucléaire est nécessaire dans le monde de demain. Cette méthode peut être complétée à moyen terme par un soutien à l'export du matériel nucléaire civil qui permettra de financer les progrès technologiques de notre continent. Le traité Euratom fut au cœur de la construction européenne. Nous devons démontrer à nos partenaires que le nucléaire est une chance pour le continent pour atteindre son objectif de neutralité carbone au bénéfice de ses habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je passe tout de suite la parole aux orateurs de groupe et pour 3 minutes à madame Nicole Lepay pour le groupe Renaissance. Merci, monsieur le président, chers collègues. Au nom du groupe Renaissance, je tiens à remercier le rapporteur pour son travail sur ce projet de loi. Donc, j'ai attentivement suivi l'examen en commission des affaires économiques dernièrement. Alors, la filière nucléaire est bien une filière d'avenir et son développement constitue pour l'Union européenne non seulement une obligation pour notre ambition en matière de transition écologique, mais aussi pour un impératif de souveraineté. Une obligation écologique d'une part, car l'Union s'est donné pour ambition la neutralité climatique 2050 avec une première réduction de ses émissions de gaz à effet de serre dès 2030. Dans cette perspective, le nucléaire, énergie décarbonée, apparaît comme une des options viables pour réaliser cet objectif. Un impératif de souveraineté d'autre part, car la guerre en Ukraine nous a démontré combien il était risqué de dépendre d'autres puissances pour assurer notre autonomie énergétique. Alors pour que notre Union puisse continuer de s'affirmer sur la scène internationale, elle doit au plus vite réaliser son indépendance énergétique. Souvenons-nous que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou ce qu'on appelle Euratom, a été signé en 1957 à Rome, et en même temps que le traité instituant la Communauté économique européenne. C'est-à-dire combien l'industrie nucléaire civile a été considérée dès la fondation de l'Union européenne comme un secteur stratégique. Tous les États membres de l'Union européenne en sont d'ailleurs membres. La France, avec son parc nucléaire, le plus grand d'Europe et le second au monde après les États-Unis, doit être le moteur de ce renouveau européen dans le domaine de l'atome. Alors je souhaite interroger le rapporteur sur la dernière partie de son rapport. Sachant que le marché de l'atome doit faire face à de nouveaux acteurs, comme la Chine, à côté de concurrents historiques comme les États-Unis, comment nos filières européennes se démarquent-elles sur le marché de l'énergie ? Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à Vincent Settlinger pour le groupe des Républicains et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voulais d'abord saluer la qualité du rapport de notre collègue. La question du nucléaire est cruciale et déterminante aussi bien pour notre souveraineté énergétique que pour notre industrie, notamment pour nous permettre d'exporter nos technologies. Aussi, votre rapport nous rappelle combien la France doit aujourd'hui s'imposer face à la volonté de certains États de ne pas prendre en compte l'hydrogène bas carbone pour mesurer le respect de l'objectif des 45% de renouvelables dans leur bouquet énergétique d'ici à 2030. Il est important, je crois, pour le nucléaire comme pour d'autres sujets, on peut penser notamment à l'interdiction en 2035 des moteurs thermiques, d'éviter toutes les positions trop idéologiques. Aussi, monsieur le rapporteur, au vu des derniers éléments dans ce dossier de l'hydrogène bas carbone, pensez-vous que la position de la France dans ce dossier parvienne à l'emporter ? Par ailleurs, concernant la protection des sols que vous avez bien abordé, l'Union européenne donc, a fixé un certain nombre d'objectifs pour protéger nos sols. La construction ou l'extension de centrales nucléaires sont directement concernées par ces dispositions. Mais au-delà du cas des centrales nucléaires, il faut rappeler ici la forte inquiétude de nombreux élus locaux qui craignent, avec cette zéro artificialisation nette, de perdre toute possibilité de construction dans leur commune. Mais concernant plus précisément donc, les centrales nucléaires, comme vous le dites dans votre rapport, le nucléaire entraîne pourtant une bien moindre artificialisation que d'autres énergies renouvelables. Aussi, je crois que nous devrons être extrêmement vigilants pour éviter que certains projets d'EPR ne soient retardés uniquement pour des problématiques de protection des sols. Mais nous avons malheureusement toutes les raisons d'être inquiets sur ce point-là, étant donné l'opposition de certains États au nucléaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et apparenté et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. J'ai lu avec intérêt le projet de rapport, malgré le temps très court laissé pour une relecture de fond. Il présente le développement de l'énergie nucléaire comme une opportunité unique pour faire bénéficier l'ensemble des pays de l'Union d'une énergie décarbonée à faible coût, induisant donc un avantage compétitif conséquent pour l'ensemble des entreprises européennes. Le point de vue développé est que l'énergie nucléaire est l'un des outils qui permet d'atteindre les objectifs climatiques, produire de l'électricité de base et garantir la sécurité et l'approvisionnement sans émission de CO2. Et il donne à voir l'opportunité de nouveaux projets nucléaires basés sur des technologies innovantes et l'exploitation de centrales existantes. Il énonce incidemment des obstacles dans les négociations européennes et je ferai quelques observations visant justement à nuancer un peu les tenants et aboutissants de cette présentation. D'une part, s'il existe bien au sein de l'Union européenne une alliance des 11 États, 60% des États membres sont dubitatifs ou carrément opposés, je dirais, à cette orientation qui s'annonce, elle, durable pour notre pays. D'autre part, le projet rapport est unilatéral en faveur de cette énergie et de ses dérivés. J'entends ici l'hydrogène jaune issu de la filière nucléaire. Et pour le dit, la taxonomie qui fait en l'état de l'énergie nucléaire une énergie de transition doit évoluer. On l'a rappelé lors de mon précédent rapport sur la taxonomie en février dernier. Cette classification était elle-même un point d'équilibre des experts, ayant considéré les propositions insuffisantes pour garantir que les centrales nucléaires n'auraient pas effet négatif sur l'environnement. Évoquant d'ailleurs notamment la question des déchets nucléaires. Vous indiquez aussi que le rapport Euratom écrit par Fukushima et qui posait des interrogations sur la technologie nucléaire doit être actualisé. Pour être honnête, j'aurais aimé que le rapport soit un peu plus prudent et que la question des bénéfices et coûts soit abordée de façon plus nuancée. L'hypothèse de départ pose en effet diverses questions méthodologiques en raison de la durée d'une telle stratégie et des difficultés. Je reste persuadée que le rapport aurait pu formuler quelques suggestions pour faire avancer le débat dans les instances de l'Union. Je pense à 3 éléments. D'abord, à la création d'une communauté d'experts européens sur le coût de la décarbonisation et la prise en compte des effets et les coûts du nucléaire sur la biodiversité et la santé, et non seulement au niveau des déchets, la détermination consensuelle de ressources énergétiques durables permettant de mieux articuler décarbonisation et énergie réellement renouvelable, et l'enjeu du traitement des filières industrielles des énergies devrait être un élément de réflexion et d'évaluation pris en compte dans l'analyse et être débattu. Donc ma question
question est assez simple aussi, que je voulais vous poser cette question. Pensez-vous que le scénario, monsieur le rapporteur, que vous soutenez soit la seule voie possible, et pensez-vous que le débat européen puisse se faire avec une alternative assise sur la réduction de la demande énergétique et le développement des énergies renouvelables au niveau national et européen, et ce, dans le but d'atteindre la neutralité carbone au niveau européen d'ici 2050, au plus tard, comme le soutiennent d'autres experts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière demande de prise de parole, mais qui n'est pas au nom des groupes politiques, c'est de la part de Madame Pompili pour le groupe Renaissance. Et pour 2 minutes. Oui, pardon. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, j'ai lu avec attention votre rapport très intéressant et qui, je pense, pose pas mal, plutôt très bien, un certain nombre d'enjeux, et notamment les points de vigilance par rapport au droit européen, et notamment sur le droit biodiversité, droit des sols. Alors moi, j'aurais aimé qu'il soit rajouté la question aussi du climat. On voit bien que la question de nouvelles installations nucléaires ou du prolongement de certaines devra prendre en compte la question notamment des étiages de fleuves, ou aussi de la question de la remontée des eaux avec le changement climatique. Je pense qu'il faudra évidemment le prévoir, également sur la nécessité de repenser une organisation de filière, notamment sur les minerais stratégiques. Aujourd'hui, on est très dépendant vis-à-vis de l'extérieur, et du rattrapage du retard, notamment sur le fait qu'on se soit toujours concentré sur les gros réacteurs, et que par rapport à des pays comme la France, comme les États-Unis ou d'autres, on a du retard sur les petits réacteurs. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de focus sur la recherche qui est mentionnée, et également sur la gestion des déchets qui n'est pas mentionnée, et qui est quand même un sujet non négligeable sur le nucléaire. En revanche, j'ai un certain nombre de questions. D'abord, vous dites la production des énergies renouvelables ne peut garantir seule la sécurité énergétique. Vous le mettez dans votre rapport. Ça pose la question du mix à ce moment-là au niveau même international. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre du nucléaire dans tous les pays du monde ? Enfin, si on veut une énergie décarbonée, l'IRENA ne le pense pas, je pense que d'autres ne le pensent pas non plus. Il manque, et je rejoins Marietta Karamanli, la question des coûts. Vous dites que c'est une énergie décarbonée à faible coût. Je pense qu'il faut à un moment qu'on ait des prévisions sur les coûts. Ensuite, et dernier point, aucune mention dans votre texte, alors que c'est un texte sur l'Union européenne, de la guerre en Ukraine, et des conséquences que ça a déjà eues, notamment à Zaporizhia, et du risque, si on avait beaucoup de centrales nucléaires partout, de ce que ces centrales deviennent des armes de guerre, puisque ce seraient des points de faiblesse qui ont été déjà identifiés. J'aurais aimé votre opinion. Je vous remercie, et je vois une nouvelle prise de parole, Sabine Thier pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président. Non, c'est pas forcément pour le groupe démocrate, mais il y a une question qui me vient suite à l'intervention de ma collègue Barbara. C'est le rapport ne fait pas non plus mention de l'IRA en fait américain, et en fait on risque quand même, on parle de coûts de nouvelles installations, de la recherche aussi, et on voit bien que beaucoup de nos entreprises européennes, particulièrement aussi ceux qui tablent sur l'hydrogène, commencent quand même à regarder du côté des États-Unis, parce que simplification administrative réelle et aide massif. Comment va-t-on pouvoir se positionner aussi dans la dimension nucléaire par rapport à cela? Merci beaucoup. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, monsieur le rapporteur, vous avez le micro. Merci Monsieur le Président, merci chers collègues pour ces nombreuses questions extrêmement riches, dont certaines mériteraient la Commission des affaires économiques ou la séance. L'idée a quand même été d'élargir la question sur le domaine européen et pas de traiter la partie nationale du projet. Même si j'entends parfaitement. La question de l'IRA, on l'a abordée, et je pense que justement, dans les véhicules que l'on doit trouver pour mettre une cohérence à cette politique, ce que nous ferons dans l'Union européenne doit être considéré là-dessus sur le nucléaire. Effectivement, les Américains, c'est beaucoup plus simple. Là, vous me posez des questions. Si on était dans le débat américain, les Américains ne sont pas partis dans des histoires de jaune, vert, violet et autres. Vous avez un taux de carbone du réseau pour faire l'électricité, pour faire l'hydrogène. Voilà.
C'est simple, plus le taux est bas et plus vous avez d'incitation fiscale, plus il est haut et plus il est neutre. Donc ça, c'est une mécanique qui est différente. Sur l'aspect coût, et de manière assez concrète, je vous rappelle qu'on aura, et j'en aurai la charge, et je vous en remercie, un rapport sur le marché du carbone sur cette commission-là à partir du mois d'avril. Et je crois qu'à travers ce rapport, il y a quand même tout un tas de choses qu'on va pouvoir travailler, tant sur le marché de l'énergie, que son financement, que sur l'objectivation des coûts de l'ensemble des filières et des investissements à faire. Et je vous invite très fortement à y participer et je serai là avec joie pour vous ouvrir les portes pour qu'on le fasse ensemble. Maintenant, pour en revenir de manière assez concrète sur les premières questions. Comment nos filières se démarquent sur le marché de l'énergie? Donc là, on parle du marché de vente de technologie, hein, ou de savoir si on s'arrête à la vente de la technologie, si on va vers l'exploitation. Pour vous redonner un point, donc on a éditionné EDF Chine. Il faut se rendre compte aujourd'hui que les réacteurs soient américains, français ou autres, les Chinois maîtrisent 93% de la supply chain. Ça veut dire qu'il ne reste que 7%, même si vous êtes exploitant dans les contrats là-bas. Alors c'est 7% d'un gâteau absolument immense, ça reste intéressant. Mais ça pose une vraie question sur quand on exporte ces objets-là, qu'est-ce qu'on va y faire, comment on tient la technologie, est-ce qu'on peut réellement la tenir? Parce que même si vous passez des clauses qui interdisent de se retrouver en concurrence sur un marché type Inde avec votre propre technologie, comment ça se déroule dans les faits, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et puis par ailleurs, la question de l'export, elle est liée aux réacteurs dont on parle, c'est-à-dire est-ce qu'on parle des gros réacteurs type EPR ou est-ce qu'on parle des SMR? Il y a certainement un avenir export beaucoup plus fort sur les SMR que sur les gros réacteurs, sachant qu'en plus ça ne pose pas les mêmes problématiques en termes de sûreté nucléaire et autres. Et très clairement, ça dépend de l'objectif qu'on se donne au niveau européen. Si demain on rentre dans une vraie décarbonation du mix européen pour tenir nos objectifs, peut-être qu'on n'aura pas la capacité d'intervenir à l'extérieur. C'est une question qu'on peut poser. Et très clairement, c'est là où je crois qu'on a besoin, le plus tôt possible, d'organiser la filière, d'avoir une visibilité sur la stratégie, la place qu'on donne au nucléaire, qu'on donne par rapport aux énergies renouvelables dans le mix, sachant qu'il est essentiel de ne pas opposer les deux. Hein, on a profondément besoin des deux, mais on a besoin de créer de la visibilité. Et là, j'en reviens aux questions sur les partenaires européens. Oui, il y a une plus large part aujourd'hui qui est plutôt opposée. Et l'ensemble des textes, ou le manque de visibilité des textes, c'est largement dû à cet aspect-là. C'est-à-dire que quand on travaille le nucléaire, on va mettre des petits bouts de nucléaire dans chacun des textes parce que personne n'assume un objet complet. Et c'est là où viennent les difficultés. Derrière, on va avoir des problèmes de concordance si l'ensemble de la chaîne n'est pas bien positionné dans l'ensemble des textes à venir. Et je crois que ce qui est important, c'est bien sûr l'alliance telle qu'elle est là est peut-être pas assez importante, même si pour la question de la minorité de blocage, elle a toute son importance. Mais il faut voir aussi pourquoi on en est là. Si on reste sur nos débats nationaux, la tentation serait forte de dire oui, mais l'Union européenne ne veut pas de nucléaire. Sauf qu'en fait, on est souvent responsable des choses. On n'a nous-mêmes pas suffisamment poussé nos positions à ce niveau-là. Et que s'il y a des choses qui manquent de cohérence, c'est aussi souvent par l'absence de la France et d'une position déterminée de la France sur cette question. Donc là, il y a un tournant qui s'est fait. D'ailleurs, c'est pour ça que derrière, il y a un tournant au niveau européen. Et je crois que par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport
au problème de souveraineté, même si je ne l'ai pas mentionné comme tel, mais vous voyez bien que quand on parle de créer une filière européenne du combustible par rapport aux centrales qui sont gérées par Rosatom, c'est bien de ça dont il s'agit. Je crois que c'est là où il est important que l'ensemble des partenaires s'y retrouvent, si demain on relance cette filière. Je reviens sur la question de la supply chain tout à l'heure. En Chine, 80% de la supply chain, sur les 7% qui restent, sont assurés par des entreprises françaises et allemandes. L'industrie allemande a profondément intérêt au développement de la filière nucléaire. Donc je crois que voilà, si on embarque nos partenaires, si on les embarque dans un projet industriel où on n'est pas le seul pilote dans l'avion, il y a aujourd'hui une fenêtre qui s'ouvre pour aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on vous a ouvert les pistes, notamment des PIEC, sur la question des SMR et des AMR. Les AMR, donc c'est des SMR de 4e génération qui viennent, la 4e génération vient fermer le cycle du combustible. Ça répondait aussi d'aller vers ça à la question que vous avez posée, c'est-à-dire la sécurisation de la matière première et des déchets, parce que si on peut réellement fermer le cycle, l'essentiel de la problématique déchets est résolu, même s'il reste une partie, en tout cas tout ce qui est demi-vie à 100 000 ans est résolu. Et donc, voilà, l'idée c'est plus d'emmener l'ensemble des partenaires européens sur une vraie stratégie de décarbonation du mix électrique. J'en reviens à la question de la sobriété et purement ENR. Moi, alors voilà, là, je vous donne mon point de vue personnel. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que tout ça, c'est des masses physiques, c'est aussi des comportements. Et même si on doit changer nos comportements vite, parce que la jonction se fera pas dans l'intervalle, il n'empêche que si on veut sortir les 2/3 de fossiles dans un horizon très court, on ne coupera pas à une augmentation massive de l'électrification et qui ne reposera pas seulement sur la sobriété et les ENR. Il faut de tout. Il faut de tout et il faut qu'on l'accepte et il faut qu'on arrive à le positionner correctement dans le temps. Merci. Lazane. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vois une autre demande de prise de parole. Charles Sisseltoul pour le groupe Renaissance. Merci, monsieur le président. Oui, j'ai juste une petite question au rapporteur. Justement, vous l'avez cité là, à la fin de votre intervention sur les PIEC. C'est une partie, je trouve, intéressante de votre rapport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Enfin, quelle est votre vision? C'est-à-dire, est-ce qu'on partirait de l'alliance du nucléaire? Est-ce que c'est une idée que vous avez eue, vous? Ou est-ce que ce sont déjà des idées qui circulent à la Commission européenne, à Bruxelles? Voilà, mais je crois que les PIEC, où d'ailleurs la France a plutôt été moteur là, au cours des dernières années, je pense aux batteries, je pense à la santé. C'est vrai que faire un PIEC sur le nucléaire, l'idée est très séduisante, mais après, concrètement, ça peut donner quoi, avec qui? Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Alors, en termes d'idées, moi, à chaque fois, je cherche les bons véhicules pour faire les choses. Et quand on en a parlé, je remercie François pour tout le travail qu'on a fait ensemble, parce que c'est le moment. Et très clairement, on avait l'option du travail de Sabine sur l'article 107 du TUFE qui aurait été possible. Et quelque part, le PIEC, on le voit à un aspect beaucoup plus opérationnel et surtout qui correspond à la manière dont une filière industrielle est organisée et dont on met un certain nombre d'acteurs à table, tant en termes de financement que d'accompagnement des États, puisque là-dedans, il y a des solutions qui sont matures, mais il y a quand même pas mal de choses qui demandent de la recherche et une amorce d'État. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour que les États rentrent dans la NAS. Sur la question de l'alliance, je pense qu'on peut saluer le travail d'Agnès Pannier-Runacher d'avoir commencé cette alliance. C'est quand même toujours plus facile de partir d'une base que de sortir des choses sui generis. Et donc je pense que voilà, faut travailler cette base. Il est temps d'aller revoir nos partenaires et nos partenaires qui y sont opposés pour arriver à dire c'est le moment. Enfin, je veux dire, l'Allemagne est notre partenaire essentiel, qui s'est quand même assez fourvoyé sur sa stratégie énergétique et qui nous a emmenés avec elle là-dessus. Et puis après, c'est vrai qu'une des choses qui n'a pas marché, c'est la vision de long terme,
tant en termes de dire c'est là où on veut aller, voilà les moyens qu'on se donne et voilà l'investissement qu'on va donner. Et nous, on considère qu'effectivement, les PIEC, c'est quelque chose qui signale ça, puisque de fait, ça doit être accepté par la Commission. Ça déroge potentiellement aux aides d'État, à la problématique des aides d'État. Et oui, en termes de dialogue, les dialogues qu'on a eus dans les auditions, on a bien vu qu'un certain nombre d'organismes au niveau européen se posaient très fortement déjà la question et quelque part nous ont invités à ce que nous, France, on soit cohérents, nous, France, on soutienne cette idée-là et qu'on soit capable de s'ouvrir à ça aussi. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour ces réponses complètes aux questions des collègues. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous demande si vous autorisez la publication de ce rapport. Je ne vois pas d'objection, il sera donc publié et le projet de loi sera débattu en séance publique à compter du lundi 13 mars à 16h. Monsieur le rapporteur, nous vous remercions pour votre présentation, pour votre travail et pour la qualité aussi des auditions que vous avez menées et le respect que vous avez bien voulu avoir à l'égard de celles et ceux qui étaient auditionnés. C'est très important et je vous en remercie. Notre prochaine réunion aura lieu mercredi 15 mars, donc la semaine prochaine à 13h30 et nous aurons l'audition du ministre Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, avant le Conseil pêche du 20 mars prochain. Voilà, à la semaine prochaine et bonne fin de journée.